Quelle dynamique en cette rentrée en ce qui concerne les montres de collection? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine Passion. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir un des experts et un des habitués du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai nommé Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec plaisir nous. de venir vous voir chez Bismart. Merci d'être là. Vous êtes le PDG de Chronos 360. Première question avant d'aller un petit peu effectivement dans les tendances. En introduction, j'ai dit qu'on pouvait parler de montres de collection, montres d'investissement. On peut aller jusqu'à parler de montres d'investissement. Ça existe réellement? Tout à fait, puisque les montres ont prouvé depuis des dizaines d'années leur statut de valeur refuge. Aujourd'hui, on a des pièces d'ailleurs qui ont fait des scores aux enchères qui dépassent les grands tableaux de maîtres. Hein. Donc oui, c'est un vrai produit d'investissement depuis très longtemps. Et alors, qu'est-ce que vous constatez Alors, on tourne cette émission à fin août 2024. J'imagine que les chiffres s'arrêtent un petit peu avant pour le premier semestre. Qu'est-ce qu'on constate en ce début d'année, sur cette première partie d'année 2024, sur le marché des montres de collection, donc montres d'occasion? Tout à fait, d'occasion. Alors, on a les chiffres du neuf qui sont sortis, puisque les deux sont liés. Hein. D'accord. Le neuf alimente la seconde main, sûr, évidemment. Oui. Les chiffres de la Fédération horlogère sont sortis pour le premier trimestre. Alors, on est sur un marché comme tous les actifs tangibles qui a baissé avec la baisse des taux qu'on a connue ces dernières années. Il y avait un pic en 2022 sur ce marché-là qui a été depuis résorbé. On est revenu sur des cotes, on va dire, d'avant Covid. D'accord. Et Okay. Aujourd'hui, les chiffres de la Fédération horlogère sur le premier trimestre ont montré une baisse sur le neuf qui est de 3,3%. D'accord. Sur les 6 premiers mois de l'année, alors que le marché de l'occasion, nous on a constaté sur Chronos 360 un léger recul de 1% du marché. D'accord. Alors pour on va dire poser un peu les choses pour les auditeurs, les téléspectateurs, on est sur un marché global des montres qui est estimé à 50 milliards d'euros. Dans ces 50 milliards d'euros, en France, mondial. Mondial. Ouais. En mondial, il y a 27 milliards qui est fait par le neuf et 23 milliards qui est fait par la seconde main. D'accord. Sachant que la France représente à peu près 1,5% de ce marché. Le marché français est autour d'1 milliard d'euros sur une année pleine. Avec des entreprises qui, dans le neuf, si je puis dire, qui alimentent aussi cet effet rareté qui se retrouve après derrière dans le marché de l'occasion. Exactement, puisque c'est souvent des éditions limitées, et puis on est sur un produit, de désirabilité, on n'en produit pas beaucoup, enfin voilà, ça contribue aussi à maintenir la valeur et la cote des montres. Donc quand le marché recule de 3,3% dans le neuf, on se rend compte que l'occasion est plus résiliente quelque part, la collection est plus résiliente. Exactement, l'occasion est plus résiliente, d'ailleurs on s'en est rendu compte aux enchères, et puis sur nos plateformes, il y a une espèce de rareté puisque les produits sont uniques, sont plus produits. Donc du coup, celui qui le veut est prêt à mettre le prix. Alors que le neuf, il y a un pricing power qui est quand même là par les marques, mais globalement, le fait de produire pour répondre à une demande fait que c'est un peu plus impacté par la situation économique. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on suit les marchés financiers, on ne pouvait pas passer à côté de la progression du cours de l'or sur les derniers mois, et ça se retrouve aussi dans les montres. Tout à fait. Alors, Pascal Paul. Tout à fait. On a fait un constat. Alors, évidemment, quand les chiffres sont sortis, nous, on a essayé de rechercher, voir ce qu'il y avait, un décryptage de ce qui se passe derrière. Et ce qu'il en ressort, c'est que on a, quand le marché baisse de 3,3%, on a le segment des montres en or et en métaux précieux qui croît, lui, de plus de 2%. Donc, c'est quand même assez conséquent. On a constaté aussi une très forte résilience par rapport au plongeon du marché chinois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la demande sur le marché chinois a plongé en Chine et à Hong Kong de quasiment 40% sur les montres. D'accord. Et il y a en face, on a quand même le marché américain, le Japon, et puis la France qui tire la demande, et on finit à -3 avec la Chine qui baisse, et la Chine et Hong Kong qui baissent de -40. D'accord. Donc, la résilience est vraiment là. Mais et ça mérite de s'y intéresser, parce que je refais le parallèle avec les marchés financiers. Quand on voit un marché chinois un peu plus en difficulté, on voit des valeurs du luxe qui sont particulièrement impactées. On pourrait se dire que sur les montres de collection, la tendance est exactement la même. Et ce que vous nous dites, c'est que non, ça se compense avec d'autres régions du monde. Ça se compense avec d'autres marchés, le Japon, les États-Unis, et puis beaucoup en Europe. Vous avez 3 marchés phares, c'est la France, l'Allemagne et puis l'Italie. D'accord. Et avec le UK évidemment, même s'il y a eu le Brexit qui est aussi un gros marché horloger qui tire énormément la demande. Donc effectivement, il vaut mieux acheter des montres en or, si je comprends bien, à l'heure actuelle, ou en tout cas, c'est celles qui, ou vaut mieux les vendre, en tout cas, parce que c'est celles qui se vendent le plus. Exactement.
alors la tendance qu'on a constatée, c'est que les investisseurs se sont certainement dit qu'il y a la possibilité de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire j'investis dans une valeur refuge qui est la montre, et en même temps, j'investis dans une autre valeur refuge qui est l'or, puisque les cours de l'or ont quand même assez explosé depuis le début de l'année. On est à plus 12% pour l'once d'or qui tutoie les $2500 depuis 8 mois, et le lingot se négocie aussi de $70 000. Donc on est sur un marché de l'or qui est extrêmement dynamique, et je pense que les investisseurs font le pari d'investir sur les deux actifs en même temps. Il nous reste quelques minutes pour faire notre traditionnel palmarès des montres d'occasion. Sans surprise, on retrouve la Rolex Daytona. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois que vous venez. Exactement. Ça reste c'est le marronnier. C'est le marronnier, ouais. Voilà. Donc la Rolex Daytona, on a constaté une augmentation de plus de 3% sur la Daytona 116 515, qui est un modèle en or rose. Donc on vous a fait une sélection de modèles en or rose ou en or blanc évidemment pour coller au constat qu'on a fait du marché. Alors pour la petite info, la Daytona, c'est un modèle qui a été lancé en 1963 par Rolex en hommage au fameux circuit automobile Daytona Bay, et qui aujourd'hui c'est la montre chronographe qui a été fait le prix le plus élevé aux enchères avec le modèle Paul Newman, qui a atteint 17 millions d'euros. Et donc là, plus 3% au premier semestre. Exactement, la Daytona. exactement. Ouais. C'est encore ça, sur un marché qui lui est en baisse. Donc voilà. Et alors chez Audemars Piguet, on a plus 5% sur la Royal Oak Kasparov. Exactement. Ouais. Alors ce modèle-là, il y a une petite histoire assez sympa, c'est que le joueur d'échecs Kasparov était fan du chronographe Royal Oak, et à chaque fois qu'il jouait aux échecs, il chronométrait son jeu avec cette montre qui était posée à côté. Donc la montre a pris ce petit nom. Et ce modèle en or blanc, on a constaté plus 5% de croissance sur le semestre qui vient de passer dessus. Et alors la troisième que vous avez souhaité mettre en avant, qui affiche plus de 2% au premier semestre, c'est une Patek Philippe. Exactement, Patek Philippe. Donc on retrouve, on va dire, le trio Rolex, Patek, Audemars Piguet, et c'est une Patek Philippe Nautilus. C'est la référence 5712G pour ceux qui connaissent. C'est pareil, on est sur un modèle sport chic, comme la Royal Oak, qui a été dessinée par Gérald Genta, qui est sorti en 1976 et qui est un peu le Graal horloger. Tout collectionneur de montres veut posséder cette pièce, et on est sur 3% de croissance, sur 2% de croissance depuis le début de l'année. Exactement. Il nous reste quelques mois avant la fin de l'année 2024. À quoi s'attendre sur les derniers mois de l'année? Est-ce que cette tendance, par exemple, des montres en or risque de continuer selon vous? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou attentiste sur cette fin d'année? Alors nous, on est plutôt optimiste, puisque le marché horloger, contrairement à d'autres actifs, la correction, elle a été très rapide. C'est-à-dire, ça fait déjà 8-9 mois où il y a une baisse, une correction de quasiment 30% du marché sur toutes les pièces sur lesquelles il y avait une bulle ou qui avait trop monté pendant le Covid. Donc globalement, on est sur un marché qui s'est déjà stabilisé. D'ailleurs, les courbes de notre index le montrent. On est au creux de la vague et ça remonte. Donc on est plutôt optimiste, la demande est forte. Donc on croit à une fin d'année plutôt positive sur notre marché. Merci beaucoup Pascal Paul de nous avoir accompagnés sur Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.